De nouveau, la marche forcée. Il fallait se dépêcher. L'ennemi prenait des villages en otage, déclenchant des exodes massifs. Des cohortes de femmes, de vieillards et d'enfants aux mines blafardes fuyaient, leurs affaires entassées pêle-mêle sur des brouettes et sur des chariots, leurs malades recroquevillés sur les baluchons. Désemparés et stoïques, les déracinés marchaient au gré de leur intuition, se décidaient à une bretelle, se ravisaient à un carrefour, faisaient le pour et le contre à une fourche et poursuivaient leur chemin sans se retourner. Ce qu'ils laissaient derrière eux, le bistrot du coin, les potagers, la messe du dimanche, les cuites entre copains, les soirées près du feu, le boulot. Toute cette vie-là, aussi ordinaire fût-elle, relevait d'un lointain souvenir. Aussi marchait-il sans se retourner. À quoi bon se retourner? La guerre occupait tous les horizons. Le monde, leur semblait-il, avait cessé de valoir la peine d'être vécu. Notre compagnie s'installa dans une ferme désaffectée. Nous aménageâmes les tables en dortoir et une dépendance en popote, contents de retrouver un peu de confort après 3 années de tranchées pourbeuses, de bâches lacérées, de sommeil tumultueux dans la neige et sous les ondées. Notre cantonnement se situait à quelques kilomètres d'une grosse bourgade occupée par une unité de l'armée régulière. Le besoin de renouer avec la civilisation nous tenaillait. Cela faisait si longtemps que nous errions d'un délire à l'autre avec le sentiment de laisser derrière nous ce que nous n'avions pas su apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire ces lieux communs susceptibles de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous faire croire que rien n'était tout à fait perdu. Le brouhaha des bistrots, la promenade dans les rues débarrassées des tireurs embusqués, les maisons aux fenêtres éclairées, le rire des enfants, les gens vaquant à leurs occupations sans armes et sans façon, toutes ces petites choses qui faisaient la vie ordinaire retentissaient en nous comme un appel à la raison. Sid, devenu sergent, nous obtint une permission et nous invita à l'accompagner en ville, Mabrouk, Othman et moi. Nous nous y rendîmes à pied par une belle nuit étoilée. La bourgade grouillait de gamins, de badauds et de soldats plus ou moins éméchés. Les boutiques n'avaient pas grand-chose à proposer, mais elles étaient ouvertes. Des familles se coudoyaient au balcon de leur maison, soulagées de voir leur cité s'éveiller au chahut après des mois de silence angoissé. Un cheval passa devant nous à toute vitesse, la charrette chargée de charbon. Le claquement des sabots sur le pavé résonnait comme le pouls de la vie elle-même. J'eus envie de m'asseoir sur le trottoir et de me livrer au bruit simple de tous les jours, sans rien attendre et rien demander. Ça vous dirait un bon thé à la menthe bien dosé, les gars, suggéra Mabrouk. Tu as apporté ta bouilloire avec toi? Sans qui, Sid? Je vois 2 cafés au bout de la rue. Ce sont des bars. Et alors? Et alors, on n'est pas dans ton Sahara? Les bars, c'est pour se saouler la gueule. Qu'est-ce que tu en sais, sergent? Dit Othman. On y sert peut-être du café. Nous entrâmes dans le premier bistrot sur notre chemin. Toutes les tables étaient prises. Les buveurs braillaient des chansons paillardes, la veste ouverte sur la bedaine, le verre levé en trophée, la fumée des cigarettes saturait la salle. Nous nous frayâmes un passage jusqu'au comptoir. À peine étions-nous arrivés qu'un gros rouquin se tourna violemment vers Mabrouk. « Hé, doucement le Sénégalais, t'es en train de me marcher sur les pieds !»« Il est algérien, » lui dit Sid. « Ça l'éclaircit pas !» bougonna le rouquin aux paupières bouffies. « Arrête ton char, Félix !» l'apostropha un caporal. « Dès que tu renifles le bouchon, tu rues dans les brancards. Pousse-toi un peu et fais-lui de la place, crénom de Dieu. » « Et puis quoi encore? Ce macaque pompe dans mes bouffées d'air. »« Surveille ton langage !» le menaça Othman, le poing amorcé. Le dénommé Félix fracassa une bouteille contre le comptoir et brandit le tesson. « Félix !» lui cria le caporal. « À quoi tu joues, bordel ?» Sid nous poussa vers la sortie. « Tirons-nous de là, les gars. »« C'est ça !» s'enhardit le dénommé Félix. « Remballez votre nouba et retournez dans vos éribas. La guerre, c'est pas un folklore de souk. » Nous quittâmes l'estaminet.
démoralisé. Il y avait d'autres bistrots dans le quartier, mais le cœur n'y était plus. Nous remontâmes une venelle jusqu'à la place du village. Une bande de troufions chantait à tue-tête en chavirant, bras dessus, bras dessous. Qu'est-ce qu'il disait au juste le roumi? Demandai-je à Othman. Des conneries. On était obligé de partir? Ouais, on était obligé de ficher le camp, dit Sid. Si Mabrouk avait saisi ce que le rouquin déféquait par la bouche, la soirée aurait mal tourné. J'ai compris ce qu'il disait. Maronna Mabrouk, tassé sous son manteau. Depuis quand tu comprends le français, toi? On lit mieux dans les yeux que sur les lèvres. Avant, je cognais. Puis j'ai eu mal au poignet. Je veux juste rentrer chez moi en entier. J'ai 4 gosses qui m'attendent à la maison. 4 gosses? J'ai laissé le dernier dans le ventre de sa mère. J'ai pas eu de ses nouvelles depuis qu'on a pris le bateau. T'as quel âge, putain, pour avoir 4 gosses? 22 ans. Tu comptes élever une tribu à toi tout seul? Tu t'es marié à quel âge? À 15 ans. Et tu bandais déjà? Pas toi. Nous éclatâmes de rire. C'est vrai que tu t'es marié à 15 ans? C'est la vérité, mon cher Hamza. Et ta femme, elle avait quel âge? Elle était de 8 ans, mon aîné. Comment est-ce possible? C'est dans la tradition tribale. Toutes les filles doivent se marier. Ma cousine, ne trouvant pas preneur, le cheikh en personne m'a sollicité. J'ai accepté. On ne négocie pas l'honneur de la famille. Est-ce qu'elle te materne bien au moins? Le taquina Othman. Ça, c'est pas tes oignons. Une bagarre éclata autour d'une fontaine. 3 hommes se battaient contre un gars déchaîné. On ferait mieux de dégager d'ici, nous conseilla Sid. Quand ça ne s'arrange pas, ça se complique. Je veux pas d'histoire avec le capitaine. C'est un des nôtres, s'écria Othman. Il jure en arabe. C'était Zorg, évidemment. Il n'y avait que lui pour se mettre à dos la terre entière. Il cognait à bras raccourcis. Nous courûmes le sortir de la mauvaise passe dans laquelle il s'était fourré. Il nous repoussa et continua de rouer de coups ses adversaires. Nous eûmes toutes les peines du monde à le sauver du lynchage, car d'autres bidasses commençaient à retrousser leurs manches. Nous dûmes extirper nos couteaux pour les tenir à distance. Zorg fut mis aux arrêts le soir même. Le lendemain, je lui rendis visite. Il avait la figure couverte de bleu, un œil fermé et les poings écorchés. Mais il était fier de ce qu'il avait accompli. Il m'avait traité d'arabico. Tu comprends? Je pouvais pas passer mon chemin avec ça. T'aurais faim de n'avoir pas entendu, Hamza? Moi pas. Alors, je leur en ai fait bouffer de l'arabico. Ils vont mettre des semaines avant d'oser se regarder dans une glace. Tu dois te calmer, Zorg. Comment? J'étais peinard dans mon coin à descendre mon litron. Je cherchais pas les problèmes. J'en ai plein le cul des problèmes, je t'apprends rien. Je n'ai même pas vu passer la dame. Comment veux-tu que je manque de respect à une dame si je la vois même pas passer? Ces fumiers voulaient me chercher noise, c'est tout. Ils m'ont cherché et ils m'ont trouvé. Il me montra ses poings. T'as vu comment je les ai étalés? Ils savaient plus si je cognais ou s'il pleuvait des massues. Je les ai bien arrangés, pas vrai? Si j'avais pas oublié mon poignard au cantonnement, je les aurais saignés à blanc. Tu joues ta tête à pile ou face, Zorg. J'ai plus de tête, si tu veux savoir. J'en ai plus besoin. C'est que des questions idiotes et des regrets, une tête. Il me menaça du doigt. Je veux pas de musulmans dans le peloton d'exécution. Ça, j'y tiens. Je refuserai de mourir s'il y a des nôtres dans le peloton d'exécution. Je veux qu'ils m'exécutent, eux. Personne ne va te passer par les armes. Le capitaine m'a chargé de te ramener. Nous allons bouger cette nuit. Il me montra du doigt en rejetant la tête en arrière dans un rire théâtral. Est-ce que tu peux être con, caporal de mes deux? T'as vraiment cru que j'avais peur du peloton? Que je serais navré si c'est des musulmans qui me mettaient en joue? Rien à battre si c'est des musulmans ou des gorilles. De toutes les façons,
On nous fait faire des choses contraires à notre religion depuis qu'on est en guerre. Et ça n'a pas l'air de déranger le petit vieux qui s'oublie sur son nuage. Pas de blasphème, Zorg. Tu sais quoi, Hamza? Je me torche avec tes bondieuseries. Que l'on sacre, que l'on braille, ou que l'on s'arrache les cheveux. Tu crois qu'il nous entend, ton petit vieux, là-haut? Il n'entend rien de rien. Et tu sais pourquoi? Il n'entend rien de rien. Parce qu'il a tellement vieilli qu'il prend son cornet acoustique pour un clairon. Il passe son temps à souffler dedans, et il ne comprend pas pourquoi ça ne sonne pas. Je ne supporte pas le blasphème, Zorg. Rien à battre, je te dis. Soudain, il se jeta à genoux à la manière des moines en contrition, les mains jointes sous le menton, la nuque basse, et se mit à baragouiner des inepties en ébauchant des grimaces qui se voulaient comiques. Son rire repartit dans un hennissement surfait et dément. Il n'y avait pas de doute. Quelque chose avait rompu dans son cerveau.